Salut à tous les mordus de voitures anciennes. Bienvenue à cette édition spéciale de The Deep Dive, conçue spécialement pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Ah oui. Aujourd'hui, on a une voiture mythique, une véritable icône américaine. La Plymouth Superbird de 1970. Ah, la Superbird. Une légende. Une machine de course audacieuse. On va décortiquer son histoire, depuis sa conception aérodynamique radicale jusqu'à son statut actuel de voiture de collection très prisée. Tout à fait. Mais avant de parler de sa renaissance, il faut se rappeler que la Superbird a connu des débuts, Exactement. disons compliqués. Un succès retentissant sur les circuits de NASCAR, mais un flop commercial auprès du grand public. Exactement. Un paradoxe qui rend l'histoire de la Superbird si captivante. Alors pour commencer, replaçons la Superbird dans son contexte. Fin des années 60, la NASCAR est dominée par les Ford, les Torino Talaga et Mercury Cyclone, des voitures conçues pour fendre l'air et atteindre des vitesses folles. Absolument. C'est l'époque où l'aérodynamisme devient crucial dans les courses automobiles. Et Ford a pris une longueur d'avance. Et c'est là que Dodge, la marque sœur de Plymouth, riposte en lançant la Charger Daytona en 1969. Oui. Une voiture révolutionnaire avec son nez allongé et son aileron arrière massif, conçue en soufflerie pour optimiser sa vitesse. La Daytona, c'était une bombe. Elle a remporté des courses importantes et a prouvé au monde entier le potentiel de l'aérodynamisme en compétition. Face au succès de la Daytona, Plymouth ne pouvait pas rester les bras croisés. Ils voulaient leur propre Aerocar, une voiture capable de rivaliser avec Ford et bien sûr avec la Daytona. Et c'est ainsi que la Superbird est née. Plymouth ne s'est pas contenté de copier Dodge. Ils ont poussé le concept encore plus loin. Une voiture encore plus performante et visuellement encore plus spectaculaire. C'est le moins qu'on puisse dire. La Superbird, avec son long nez pointu, son aileron arrière gigantesque monté sur de hauts supports et ses phares escamotables en fibre de verre. Elle ne passait pas inaperçue. Et tous ces éléments extravagants n'étaient pas là uniquement pour le spectacle. Ah non. Chaque détail, du nez allongé à l'aileron arrière perché en hauteur, avait une fonction aérodynamique bien précise. On peut imaginer que la Superbird devait attirer le regard sur les circuits. C'était un peu un ovni au milieu des autres voitures de course. Absolument, imaginez. La Superbird s'élance sur la piste, son long nez fend l'air comme la proue d'un navire, et son aileron arrière massif, la plaque au sol. C'était une vision futuriste pour l'époque. Fascinant. Mais au-delà du look, quelles étaient les innovations techniques qui se cachaient sous la carrosserie de la Superbird? Eh bien, Plymouth a repris la base de la Plymouth Roadrunner, une muscle-car déjà réputée pour ses performances, D'accord. et l'a transformée en véritable machine de course. Ils ont allongé le châssis, modifié la suspension, et surtout, ils ont intégré ces éléments aérodynamiques révolutionnaires. Et sous le capot, qu'est-ce qu'on trouvait comme moteur? Oui. Je suppose que Plymouth n'a pas lésiné sur la puissance. Et vous avez raison, la Superbird était proposée avec 3 options de moteur, toutes plus puissantes les unes que les autres. Ah oui. Oui, le plus emblématique, c'était le légendaire 86 MiV8, un monstre de puissance qui a fait la réputation de Chrysler en compétition. Waouh! Le Hemi. Juste le nom fait rêver tous les amateurs de muscle car. Oui, un moteur entré dans la légende. Mais la Superbird était aussi disponible avec le 440 Superman V8 en version 6 barrels, Hmm. qui était plus abordable, Ok. et une version 4 barrels un peu moins puissante. Dites-moi, pourquoi proposer 3 options de moteur? C'était une stratégie pour toucher un public plus large? Excellente question. En fait, plusieurs raisons à cela. D'abord, le moteur EMI était réservé à la compétition et aux amateurs de performance extrême. Il était très coûteux à produire, ce qui se reflétait dans le prix de la voiture. Donc, pour rendre la Superbird plus accessible, Plymouth a proposé des alternatives plus abordables avec le 440 Super Commando. Exactement. Le 440, surtout en version 6 barrels avec ses 3 carburateurs double corps, offrait un excellent rapport performance-prix. C'était un moteur puissant, fiable et plus adapté à une utilisation quotidienne. Et du côté de la NASCAR, quelle a été la réaction face à l'arrivée de la Superbird? La Superbird a fait sensation. Elle a immédiatement attiré l'attention par son design radical et ses performances sur la piste ont confirmé son potentiel. Et je crois savoir qu'un certain pilote légendaire a joué un rôle important dans le succès de la Superbird en NASCAR. Absolument. Je parle bien sûr de Richard Petty, le king de la NASCAR. Petty avait quitté Plymouth pour Ford en 1969, frustré par le manque de compétitivité de la Roadrunner face au Ford Talladega. Mais la Superbird l'a convaincu de revenir chez Plymouth en 1970. Ah, la Superbird. C'était l'arme secrète de Plymouth pour reconquérir le King. Exactement. Plymouth a mis le paquet pour séduire Petty. Ils lui ont proposé une Superbird spécialement préparée pour la course. Et ils lui ont promis un programme de développement ambitieux. Et Petty, qu'est-ce qu'il a pensé de la Superbird quand il l'a vue pour la première fois?
Il a dû être impressionné par son look. On peut l'imaginer. Petty était connu pour son pragmatisme, son approche méthodique de la course automobile. Il n'était pas du genre à se laisser séduire par un simple look extravagant. Alors, qu'est-ce qui a convaincu Petty de revenir chez Plymouth et de piloter la Superbird? Les performances de la voiture. Petty a testé la Superbird sur plusieurs circuits. Et il a été impressionné par sa vitesse de pointe, sa tenue de route et sa stabilité à haute vitesse. Donc, la Superbird n'était pas seulement belle, elle était aussi très efficace sur la piste. Absolument. Et c'est cette combinaison de performance et de style qui a fait de la Superbird une légende. Mais son histoire est loin d'être un conte de fées. Derrière le succès en NASCAR se cachent des défis, des controverses et un destin paradoxal. Ah oui, c'est vrai. On a parlé du succès de la Superbird en NASCAR, mais on a aussi évoqué son échec commercial auprès du grand public. Comment expliquer ce contraste? C'est une question qui mérite d'être explorée plus en profondeur. Et c'est ce qu'on va faire dans la suite de notre Deep Dive. D'accord. On va plonger dans les coulisses de la conception de la Superbird, analyser les raisons de son échec commercial et retracer sa renaissance en tant que voiture de collection très prisée. Restez avec nous, chers auditeurs, car l'histoire de la Plymouth Superbird est loin d'être terminée. Alors, on reprend le fil de notre histoire. On a vu que la Superbird était née d'une volonté de Plymouth de rivaliser avec Ford et Dodge en NASCAR, et qu'elle avait réussi à attirer le légendaire Richard Petty dans ses rangs. Oui. Mais la route vers le succès n'a pas été sans embûches. C'est vrai, on a évoqué le contraste entre le triomphe de la Superbird sur les circuits et son accueil mitigé auprès du grand public. Plongeons un peu plus dans ce paradoxe, commençons par le succès en NASCAR. Comment la Superbird a-t-elle réussi à dominer la compétition? La Superbird a bénéficié d'une conjonction de facteurs favorables. D'abord, son aérodynamisme révolutionnaire lui donnait un avantage indéniable en termes de vitesse de pointe et de tenue de route. On a parlé du nez allongé et de l'aileron arrière. Mais y avait-il d'autres éléments qui contribuaient à cette performance aérodynamique? Absolument. Par exemple, le pare-brise de la Superbird était plus incliné que celui de la Roadrunner Standard, ce qui réduisait la résistance à l'air. De plus, les fenêtres latérales arrière étaient affleurantes à la carrosserie, éliminant ainsi les turbulences. C'est incroyable de voir à quel point chaque détail a été pensé pour optimiser l'aérodynamisme de la voiture. Effectivement. Et puis, il ne faut pas oublier le talent de Richard Peck au volant. Petty était un pilote d'exception, capable de tirer le meilleur parti de n'importe quelle voiture. Avec la Superbird, il avait entre les mains une machine capable de le propulser vers la victoire. Et les victoires, il les a eues. En 1970, Petty a remporté 8 courses au volant de sa Superbird numéro 43, contribuant grandement à la domination de Plymouth en NASCAR cette année-là. C'est exact. La Superbird a permis à Petty de renouer avec le succès après une saison 1969 décevante chez Ford. C'était une revanche pour Petty et pour Plymouth. Mais ce succès fulgurant a aussi attiré l'attention de NASCAR, et pas forcément de manière positive. N'est-ce pas? Vous avez raison, la NASCAR s'est inquiétée des vitesses atteintes par les héros-cars, comme la Superbird et la Daytona. On parlait de vitesses dépassant les 200 miles à l'heure, ce qui commençait à poser des problèmes de sécurité, notamment au niveau des pneus et des freins de l'époque. Donc la NASCAR a décidé d'intervenir pour limiter la puissance de ses voitures. Exactement. Dès 1971, la NASCAR a introduit de nouvelles règles qui limitaient la cylindrée des moteurs des héros-cars à 5 litres ou imposaient un poids minimum plus élevé pour ces voitures. C'était la fin de la récréation pour la Superbird et les autres héros-cars. Elles étaient devenues trop performantes pour la NASCAR qui cherchait à maintenir un certain équilibre dans la compétition. C'est ça. La NASCAR voulait éviter une escalade technologique qui aurait pu mettre en danger la sécurité des pilotes et l'esprit stock car de la compétition. Il voulait des voitures qui ressemblaient davantage aux modèles de série et moins à des prototypes futuristes. Ironiquement, alors que la Superbird était bannie des services NASCAR, elle peinait à trouver son public dans les concessions. Comment expliquer ce manque d'enthousiasme du grand public pour une voiture aussi performante et spectaculaire? C'est là qu'on touche au cœur du paradoxe de la Superbird. Sa conception radicale, aussi efficace soit-elle sur la piste, a rebuté une grande partie des acheteurs potentiels. Le nez allongé, l'aileron arrière massif, les phares escamotables, tout cela a été jugé trop extravagant, trop ostentatoire pour le conducteur moyen. C'est un peu comme si la Superbird était trop en avance sur son temps en termes de design. Oui, on peut le dire. La Superbird était une voiture de course déguisée en voiture de série. Elle avait un look agressif, presque intimidant, qui ne correspondait pas au goût de l'époque. Je suppose que le prix de la Superbird n'a pas arrangé les choses. Effectivement, la Superbird était plus chère que la Roadrunner Standard en raison de ses modifications aérodynamiques et de ses options de moteur plus puissantes. Donc on a une voiture au design controversé et au prix élevé, qui en plus n'est plus autorisé à courir en NASCAR. Pas étonnant que les ventes n'aient pas décollé.
C'est ça. La Superbird s'est retrouvée coincée entre deux mondes trop radicaux pour le grand public, trop performantes pour la NASCAR. C'est une histoire assez triste finalement, une voiture aussi innovante et performante qui n'a pas réussi à trouver sa place. Oui, c'est un destin paradoxal. Mais l'histoire de la Superbird ne s'arrête pas là. Ce qui était considéré comme un échec commercial à l'époque est devenu un trésor pour les collectionneurs quelques décennies plus tard. Ah oui, c'est vrai, on a évoqué la renaissance de la Superbird en tant que voiture de collection très prisée. Comment expliquer ce revirement de situation? Qu'est-ce qui a fait passer la Superbird du statut de voiture boudée à celui d'icône? Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette renaissance. D'abord, il y a la nostalgie. La Superbird représente une époque glorieuse pour les muscocars américains. Une époque où la puissance, l'audace et l'excès étaient à l'honneur. C'est vrai, la Superbird, avec son design extravagant et son histoire liée à la NASCAR, incarne l'esprit rebelle et anticonformiste des années 70. Ensuite, il y a la rareté. Plymouth n'a produit la Superbird que pendant une seule année 1970 et en quantité limitée. Aujourd'hui, on estime qu'il reste moins de 1000 Superbirds en circulation. C'est une voiture qui devient de plus en plus rare et donc de plus en plus précieuse aux yeux des collectionneurs. Exactement. Et puis, il y a le facteur Richard Petty. Le fait que Petty ait remporté des victoires au volant de Superbird lui confère un statut particulier auprès des amateurs de NASCAR et de voitures anciennes. C'est la voiture d'une légende. On comprend pourquoi les collectionneurs sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour s'offrir une Superbird. Tout à fait. Les modèles en excellent état, surtout ceux équipés du moteur Hemi, peuvent se vendre à plusieurs centaines de milliers de dollars, voire plus pour les exemplaires les plus rares. C'est une belle revanche pour une voiture qui a été délaissée à sa sortie. C'est une belle illustration de l'ironie du marché. Une voiture qui n'a pas trouvé son public à son époque est devenue un trésor pour les collectionneurs quelques décennies plus tard. La Superbird, c'est l'histoire d'une voiture qui était trop en avance sur son temps. C'est une voiture qui a défié les conventions, qui a repoussé les limites et qui a marqué l'histoire de l'automobile américaine. Et elle continue de fasciner, d'inspirer et de faire rêver les passionnés de voitures du monde entier. En parlant de la Superbird, je me suis toujours demandé comment les ingénieurs de Plymouth ont réussi à concilier un design aussi radical avec les exigences de la production en série. Ce n'était pas un défi facile à relever. Ah, ça, c'est sûr. Ils ont dû faire preuve d'ingéniosité pour adapter ce design extravagant aux contraintes de la fabrication automobile de l'époque. Par exemple, la fabrication du long nez pointu et de l'aileron arrière surdimensionné a nécessité des techniques spéciales. J'imagine que la production de ces pièces en fibre de verre, avec leur forme complexe, devait être un véritable casse-tête. Tout à fait. Et puis, il fallait assembler ces éléments sur le châssis de la Roadrunner, qui n'était pas conçu à l'origine pour accueillir un nez aussi long et un aileron aussi haut. On peut saluer le travail des ingénieurs et des ouvriers qui ont réussi à produire cette voiture, malgré tous les défis techniques. Absolument. Et il ne faut pas oublier qu'ils devaient le faire tout en respectant les délais de production et les exigences de la NASCAR en matière d'homologation. Justement, parlons un peu de la NASCAR. On a vu que la Superbird avait été bannie des circuits dès 1971. Mais quel a été l'impact de son passage éclair sur la compétition? Est-ce qu'elle a changé la façon de concevoir les voitures de course? La Superbird, ainsi que la Dodge Charger Daytona, ont marqué un tournant dans l'histoire de la NASCAR. Elles ont prouvé au monde entier l'importance de l'aérodynamisme en compétition. On peut dire qu'elles ont ouvert la voie à une nouvelle génération de voitures de course plus aérodynamiques. Même si la NASCAR a rapidement posé des limites pour éviter une escalade technologique incontrôlable, Exactement. La Superbird a été un peu comme une météorite qui a traversé le ciel de la NASCAR, laissant une trace brillante mais éphémère. Mais son héritage ne se limite pas à la NASCAR. La Superbird est devenue une icône de la culture populaire, un symbole de l'audace et de l'innovation. Oui, c'est une voiture qui a marqué l'imaginaire collectif. On la retrouve dans des films, des jeux vidéo, des chansons. Elle est devenue un véritable mythe. Et pour les collectionneurs, la Superbird est un véritable Graal. On a parlé de sa rareté et de sa valeur marchande qui ne cesse d'augmenter. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi recherchée? C'est plus qu'une simple voiture ancienne, non? La Superbird, c'est un morceau d'histoire. C'est un témoignage d'une époque où l'industrie automobile américaine était à son apogée. Une époque où les constructeurs osaient prendre des risques et repousser les limites du design et de la performance. C'est une voiture qui incarne l'esprit de liberté et d'innovation qui caractérisait les années 70. Exactement. Et puis, il y a l'aspect esthétique. La Superbird, avec son design unique et extravagant, ne laisse personne indifférent. Elle suscite l'admiration, la curiosité, parfois même l'amusement. on peut dire qu'elle ne manque pas de personnalité. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est cette personnalité hors du commun qui la rend si spéciale aux yeux des collectionneurs. Posséder une Superbird, c'est posséder un morceau de l'histoire automobile américaine.
un symbole d'une époque révolue. C'est ça. C'est une voiture qui raconte une histoire, qui évoque des souvenirs, qui suscite des émotions. En somme, la Superbird est bien plus qu'une simple voiture. C'est une légende, une icône, un objet de désir. Et c'est pour ça qu'elle continue de fasciner et d'inspirer les passionnés de voitures du monde entier. Eh bien, chers auditeurs, notre plongée dans l'univers de la Plymouth Superbird touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire de cette voiture mythique. Un grand merci à vous de nous avoir suivis dans cette exploration. Et pour tous les passionnés de voitures anciennes, n'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est de retour demain pour vous faire découvrir d'autres merveilles de l'automobile. À bientôt.